nous ont fait rêver. On était en 2050. Voilà. Cet après-midi, on va être un peu plus peut-être réaliste, mais c'est peut-être pas le moment, puisque c'est un certain nombre de gens qui sont fabricants industriels dans le domaine de l'éclairage et de ses composants, qui vont nous présenter la façon dont ils voient eux l'avenir. Alors, c'est sans doute pas la 2050, parce que les fabricants, les industriels ont rarement des visions à 20 ou à 30 ans, donc il sera peut-être plus des visions à moyen terme, on va dire qu'il y a des visions à long terme. Voilà. Et donc, le premier qui a bien accepté de se prêter à cette activité ici, c'est Inventronics, Thierry Bechtel, que je laisse le micro et qui va présenter Inventronics rapidement et qui va vous dire comment il va venir. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. Tout le monde a eu son café, c'est bon? Donc je me présente, Thierry Bechtel, je suis ingénieur application chez Inventronics France. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour replacer un petit peu, pour les personnes qui ne connaissent pas ou ne connaissent pas encore Inventronics, il faut savoir que la branche Digital System d'Osram a fusionné cette année avec la société chinoise Inventronics pour former le groupe mondial Inventronics. Quand je parle de la branche Digital System d'Osram, tout le monde connaît à peu près Osram, mais il y a énormément de divisions et d'activités, outre ce que nous on fait, donc des drivers, des modules LED, des capteurs. Il y a des divisions spécialisées dans l'automobile, dans l'opto, ce que certains de mes confrères vont parler tout à l'heure, les puces LED en elles-mêmes, ce dont on a déjà parlé ce matin, ce qui n'est pas notre domaine. Pour être bref, Inventronics, ça représente à peu près 2500 salariés à travers le monde, avec en charge un portefeuille produit de donc drivers, modules, capteurs, autres systèmes de gestion de l'éclairage, pour un chiffre d'affaires qui dépasse le demi-milliard d'euros dans un peu plus de 65 pays où on réalise nos ventes. Et puisque toute cette journée est consacrée à la LED, et qu'on a d'éminents spécialistes, doctorants et autres sur ce sujet, j'ai été invité à vous proposer un break dans la partie LED, dans le planning, en réfléchissant à ce qu'il y a autour du chip LED en lui-même, mais qui fait malgré tout partie complète du luminaire. Alors de quoi on parle exactement? Ben oui, dans un luminaire, il y a des modules LED, comme nous on en a, et que vous connaissez bien, ce type-là par exemple. Mais il faut bien alimenter ces LED. Donc on y ajoute un driver, qui permet normalement de transformer le 230 en un courant compatible avec les chips LED. Et de plus en plus, on y ajoute également des accessoires. On a pris en exemple ici un luminaire d'éclairage public. On va y ajouter des capteurs, des notes de communication, des systèmes de pilotage. Donc ça va être le cœur de métier d'Inventronics, la partie module driver et gestion. Alors si on commence par le driver, vu qu'on parle autour du chip. Pendant des années, ça ressemblait à ça. Il y avait juste cette fonction, transformer la tension du réseau en un courant stabilisé qui est compatible avec les modules LED. C'était le seul principe. Depuis, on a ajouté des fonctionnalités. Les drivers, maintenant, ils peuvent graduer de façon autonome, être asservis à des GTB ou encore être couplés à des capteurs. Les formats sont de plus en plus normalisés et l'impact environnemental se réduit. Les dernières générations de drivers, j'en ai un exemple ici, par exemple, 80% de plastique recyclé. Mais demain, en 2050, puisque c'est le thème du jour, alors je préfère vous prévenir, comme l'ont dit mes confrères ce matin, je n'ai pas l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, et je pense qu'aucun d'entre nous n'est capable de dire exactement ce qu'il y aura. Mais il y a des tendances qui se dessinent. À l'avenir, on pense que le driver ne sera plus simplement là pour alimenter les LED. Ce sera sûrement devenu une de ses fonctions à prendre en compte. Au-delà de ça, le driver sera sûrement le centre névralgique du système luminaire complet, le point d'interconnexion des autres produits qui vont se greffer sur le luminaire, un peu comme la carte mère dans un ordinateur. Ils seront bien sûr neutres en carbone, certainement éco-certifiés par de nombreux labels, et bien sûr, ils seront plus petits.
Alors la question qu'on peut se poser, si les drivers deviennent plus petits, ce qui est quand même la tendance, est-ce qu'ils seront encore séparés du module LED? C'est ce qu'on appelle le driver on board, le driver intégré directement sur le module LED. Alors on en avait un en photo, on a des formats comme ça. Ça existe déjà. C'est pas beaucoup utilisé, mais ça existe. Du coup, on peut se demander, c'est quoi la différence avec un driver classique? Si déjà on arrive à faire ça. Si on regarde de près, ce que vous avez en photo là, c'est ce qu'il y a là-dedans. Hop là. Pardon. Un peu de spoiler. Si on regarde de près, il y a énormément de composants sur un driver classique. Des bobines, des condensateurs, des résistances, des puces dans tous les sens, et des deux côtés du circuit imprimé. Ce serait un peu compliqué, physiquement, de rentrer tout ça sur certains formats de modules. Sur un driver comme ça, on parle quand même de plus de 300 composants qui sont dedans. Donc à rentrer sur là-dessus, ça va être compliqué. Si on y réfléchit et qu'on simplifie en électronique, pour ceux qui s'éclatent là-dedans, on transforme du 230 en courant continu avec moins de 10 composants. Mais si on rajoute, nous, des composants dans nos drivers, c'est pas juste pour se faire des nœuds au cerveau, se complexifier la tâche ou pour vendre plus cher. Non, il y a plusieurs utilités. Plus de composants, c'est d'abord une meilleure stabilité en sortie de driver. Vous savez, c'est ce fameux flicker visible dont on entend tant parler. Et en fait, le flicker visible, c'est juste le résultat visible du ripple électrique, donc de la stabilité du courant. Plus le courant est stable, moins de flicker. On va rajouter des composants pour ça. Plus de composants, c'est aussi plus de fonctionnalités. Le fait de pouvoir graduer, ça prend des composants, d'avoir des emplacements mémoire pour la data, l'historique des événements, pouvoir adresser en DALI, etc., ça prend des composants. Et si on répartit les fonctions entre les composants, on répartit aussi la chaleur dégagée par chacun d'eux. Donc on a une meilleure gestion thermique du produit. Bien sûr, si on ajoute des composants, on ajoute aussi des protections. Protection contre les surtensions. 1 kV, 2 kV, c'est quasiment dans tous les drivers. 4 kV, 10 kg pour les drivers outdoor, industrie, on monte de plus en plus. Protection contre les surchauffes, les courts-circuits. Alors si à l'avenir on voulait faire un module LED comme on avait vu en photo avant, avec un driver intégré directement dessus, qui embarque toutes ces fonctions, les protections, etc., il faudrait quand même arriver à réduire la quantité de ces composants. Parce que à la place, on l'a vu, c'est pas illimité sur un circuit imprimé. Donc pour faire ça, il faut savoir que les composants qui prennent le plus de place physiquement dans un driver comme ça, ou un autre, ils servent principalement à travailler le 230. Ceux qui prennent vraiment la place. À le réduire, le lisser, le filtrer, le nettoyer. Un circuit DALI, c'est intelligent, ça peut coûter cher en composants, mais c'est des puces qui ne prennent pas vraiment beaucoup de place physiquement sur le driver. Donc il faudrait arriver à réduire le nombre de composants. Donc, désolé de le dire comme ça, il va falloir se débarrasser du 230. Ça rejoint un petit peu ce qui a été abordé ce matin. Donc en 2050, vu que c'est le thème, il faudrait arriver à réduire significativement la tension du réseau qu'on va utiliser à l'intérieur du bâtiment, au moins pour la partie éclairage. Une des solutions, c'est d'utiliser le réseau informatique, le PoE, Power over Ethernet, ça existe déjà. J'ai regardé juste avant de faire la présentation, les dernières normes de PoE, on peut envoyer 100 watts par le câblage informatique. C'est moins de 60 volts, donc c'est safe, et on peut quand même envoyer de la puissance. Les dernières versions de PoE, on monte jusqu'à 100 watts. 98 et... enfin bref, une centaine de watts. Mais je dois vous faire une confidence, je suis fils d'électricien à la base. Mettez-vous un instant à la place de l'électricien. J'ai tiré des kilomètres de câbles dans ma vie, j'ai installé des prises, des luminaires, etc. Et honnêtement, devoir brancher un câble RJ45 pour chaque luminaire, vous allez tous les rendre fous les élecs. Personne ne va vouloir faire ça. Du coup, la solution la plus pratique, c'est de rester sur du câblage en 2 fils. 3 éventuellement avec la terre. Disons 2.
Donc ce qui émerge, c'est l'idée de mettre, comme ça a été évoqué encore, un réseau 48 volts continu dans certains nouveaux bâtiments, alors soit à la place, soit en plus du 230. Alors oui, il faut repenser la distribution électrique du projet, mais ça évite déjà de devoir convertir du 230 vers une tension plus faible. Et cette conversion, on n'en a pas toujours besoin, quoi. On a juste besoin de la tension faible. Donc ça évite de multiplier aussi les pertes énergétiques. À chaque fois qu'on convertit, on perd. Résultat, 48 volts vers un courant continu pour les LED, bah, c'est moins de composants et moins de place nécessaire. C'est une des solutions pour envisager éventuellement les drivers sur les modules LED. Moins de composants, moins de ressources. Petite slide quand même au passage. L'installation de continu est beaucoup plus coûteuse que de réduire les quelques composants autour du driver. S'il faut augmenter par 10 l'installation pour économiser quelques pourcentages au niveau du driver, où est l'économie générale? On est d'accord, si on met un deuxième réseau 48 volts en plus du 230, il y a un coût important. Mais honnêtement, dans une pièce comme ça, si l'éclairage pouvait fonctionner en 48 volts, la télé, elle transforme aussi le 230 vers un courant continu. Qu'est-ce qui a besoin de 230 réellement? Le PC non, les haut-parleurs non plus. Si, chauffage, ventilation. Et encore 48, ça fonctionnerait. Donc, pourquoi pas imaginer dans de nouveaux projets d'avoir le 230 juste là où on en a besoin et d'investir juste à cet endroit-là. Le reste, les électriciens, ils tirent 2-3 fils. Dans l'habitude, c'est le même coût, voire inférieur. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin de 1,5 carré. Juste un truc qui m'a échappé, c'est le RJ45. Pourquoi les électriciens ça leur pose un problème? Parce que c'est bien nucléaire. Alors, ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais branché de RJ45. Il y a 8 fils dedans, tout fin. C'est une prise de tête, parce qu'il faut d'abord, c'est par paire. Il y a 4 paires qu'il faut démêler, qu'il faut lisser, qu'il faut couper et qu'il faut mettre bien correctement dans la fiche, parce que les 8 sont un à côté de l'autre, pour ensuite sertir la prise. C'est une prise de tête. Là où on prend 2 fils 1,5 dans des connecteurs rapides. Ah non, le RJ45, tous ceux qui en ont câblé savent qu'ils ne veulent pas. Là, on imagine un câble RJ45 pour chaque spot, on devient fou. Tu peux acheter des câbles. Et après, il faut les passer dans tes gaines. Alors, on a parlé des drivers, on a dit qu'ils seront probablement au centre du système luminaire, mais quand on dit qu'ils seront au centre du système, qu'est-ce qui va se greffer réellement dessus? De façon générale, ça semble assez évident qu'on va surtout parler de capteurs. Aujourd'hui, les capteurs dans l'éclairage, ils détectent principalement mouvement, présence, luminosité. Principalement. Demain, j'ai envie de dire demain parce qu'après on aura après-demain, c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, ils sont capables de détecter, de mesurer la température, le CO2 ou l'humidité ambiante. Les mêmes capteurs. Je ne parle pas de rajouter d'autres capteurs. Et en 2050, il n'y aura sûrement pas que des capteurs comme on les connaît aujourd'hui. Il y aura des interfaces électromécaniques au niveau du luminaire et d'autres instruments ou des accessoires qui viendront se plugger sur le luminaire. Il y a fort à parier que l'IA, l'intelligence artificielle, aura intégré l'ensemble des systèmes électriques et électroniques. On en aura partout, qu'on le veuille ou non. Ces systèmes serviront toujours, comme on l'a dit ce matin, à allumer au bon flux, au bon moment, de la bonne façon. C'est quand même l'objectif principal du luminaire. Mais dans la rue, par exemple, les mêmes capteurs qu'on aura dans le luminaire seront aussi capables de différencier les piétons, les cyclistes, les motos, les voitures. À partir de ce moment-là, les luminaires seront capables de détecter une anomalie ou un accident. On parlait de la personne un peu ivre ce matin, on va prendre un autre exemple. En plus de ça, ils communiqueront entre eux et avec des supervisions toutes les informations utiles. On parlait du maillage, oui, l'éclairage, c'est
le plus grand réseau maillé qu'on a à disposition. Alors imaginons, on est en 2050, on imagine. Imaginons qu'un accident de la route ait lieu, même si normalement avec les voitures autonomes ça n'arrivera plus. Le capteur du luminaire le détecterait automatiquement. Il allumera la zone concernée à un niveau suffisant de lui-même. Ensuite, il transmettra au secours la position exacte et les premières images. On ne sera plus forcément juste sur de l'infrarouge. On aura très certainement des caméras à l'intérieur. Mais au-delà de ça, l'intelligence artificielle embarquée saura détecter combien de personnes ou de véhicules sont impliqués, par exemple. Le système complet, en utilisant le maillage du réseau d'éclairage et en transmettant ces informations, il pourra potentiellement déclencher des drones de secours autonomes en attendant l'arrivée des secours humains. Je dis que j'imaginais. Mais ça, c'est pas un photomontage. C'est des premiers essais qui ont été effectués à Baltimore sur ce type de système. Ça pourra quand même faire gagner des précieuses minutes au secours. C'est un exemple. Mais ils pourront aussi, ces luminaires et ces capteurs, grâce à l'intelligence artificielle, suivre tout un mouvement. Dès lors qu'on quitte une zone pourvue d'éclairage public, les luminaires détecteront ce mouvement et d'autres systèmes prendront le relais. Ici, c'est un exemple des tests qui ont été réalisés en Grande-Bretagne avec des drones qui vous suivent dès qu'il n'y a plus d'éclairage. C'est des photos réelles. C'est tiré d'une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. De Direct Line. Société d'assurance, je crois. Maintenant, on a imaginé ça, il y a des tests qui sont en cours. Essayons d'imaginer un peu plus. Ça coûte rien d'imaginer. Donc on a dit, l'éclairage public, il est connecté, il est maillé. Parfait. On ajoute à ça l'éclairage de votre maison, qui dialoguerait sur le même protocole. On reviendra sur le protocole après. Et ajoutons d'autres produits qui pourraient du coup communiquer avec les luminaires. Votre smartphone, votre téléphone, comme ça commence à se faire à l'heure actuelle, vous pilotez votre éclairage avec le téléphone, votre montre, votre voiture, l'alarme de la maison, la porte de garage. Et là, on va aller un step plus loin. Et pourquoi pas le drone de livraison de votre colis Amazon, qui dialoguerait sur le même protocole avec l'éclairage. Vous savez, c'est ce colis on attend avec impatience, mais on ne sait pas où se faire livrer, parce que se faire livrer au bureau, un colis perso, ça ne le fait pas. Se faire livrer à la maison, il faut être là, quand le livreur sonne. On a tous connu ça. Donc en 2050, on imagine, Amazon, ils enverraient votre colis accroché à un drone, encore un drone. Il quittera le centre logistique, petite histoire, en cet hiver froid, pluvieux. Il fera 50 km et il sera en rate de batterie. Alors il va s'arrêter sur un luminaire d'éclairage public. Il va se mettre sur la lanterne. Il va s'harnacher, parce qu'il commence à y avoir du vent, et il en profitera pour se recharger, effectivement. Et du coup, il en profitera aussi pour transmettre, via le réseau d'éclairage maillé, ses données de santé, d'état, etc. Puis il fera tout le trajet comme ça, de lampadaire en lampadaire, avant d'arriver dans votre rue. Le problème, c'est qu'il est trop tôt. Vous êtes encore au boulot. Vous êtes encore au bureau. Le système le sait, parce que le capteur dans votre bureau intègre la reconnaissance faciale. Ça a transmis ces informations-là jusqu'au drone. Donc le drone va attendre avec votre colis. Mais quand vous faites le trajet retour, si on fait les différentes étapes, qu'est-ce qui va se passer? À 5 km de votre maison, votre voiture autonome, elle envoie un signal au luminaire. Elle tombe en rade. Elle envoie un signal au luminaire. Via tout le réseau, le chauffage de la maison s'allume. Qu'il fasse bon quand vous arriviez. À 500 mètres de votre maison, la voiture vous prévient, par une petite notification sur son énorme écran, que le colis est prêt pour la livraison. À 200 mètres de la maison, le niveau d'éclairage de la rue augmente pour vous accueillir en toute sécurité. Il était plus bas, il n'y avait personne. À 100 mètres de la maison, l'alarme se désactive. La porte de garage commence à s'ouvrir, j'ai pris une jolie maison, et votre café préféré commence à couler. À 50 mètres, le drone se décroche de son luminaire et se rapproche de votre domicile. La lumière du garage s'allume.
Puis votre voiture se gare à l'intérieur, à l'abri de la pluie. La porte de garage reste ouverte pour laisser entrer le drone qui vient déposer à vos pieds votre colis avant de repartir. La porte de garage se ferme, la lumière de l'entrée et de la cuisine s'allume. Et tout ça se fait automatiquement. Vivement 2005. On imagine. Alors aujourd'hui, on parle de l'éclairage en 2050, et c'est vrai que ça fait un peu office de science-fiction. Mais est-ce qu'on est vraiment totalement en dehors de la réalité? Pas tellement. En juillet 2016, quand même déjà 7 ans, Amazon a déposé un brevet pour utiliser l'éclairage public comme station d'accueil, de recharge et de communication pour leurs drones de livraison. Et les dessins qui sont passés, c'est des dessins qui proviennent réellement du brevet déposé par Amazon en 2016. Alors évidemment, on n'a pas encore les autorisations de survol, etc. Comme quoi, on s'y prépare. Il va être obsolète avant que ça soit lancé. Il va tomber dans le public. Du coup, une des questions qui peut se poser, c'est comment est-ce que tout ça va communiquer? Avec quel protocole? Aujourd'hui, on a quoi? Du Wi-Fi, du Bluetooth Mesh, du Zigbee, du Thread, du Li-Fi, on en parlait ce matin. On ne sait pas encore ce qu'il y aura en 2050. On ne sait pas ce qui va s'imposer. Mais comme le Wi-Fi s'était imposé pour nos ordinateurs, ben on peut parier qu'il y aura un ou deux ou quelques rares protocoles qui vont s'imposer dans les années à venir. On va remonter un petit peu dans le temps avant d'aller en 2050. Vous vous souvenez de l'arrivée du Blu-ray? Entre 2003 et 2008, il existait 2 successeurs potentiels au classique DVD. Il y avait le Blu-ray de Sony et le HD DVD de Toshiba, pendant des années. Les 2 formats ont cohabité, chacun avait ses avantages, ses inconvénients, comme les protocoles à l'heure actuelle de communication qu'on utilise dans l'éclairage. Et en février 2008, la Warner Bros. A annoncé qu'elle n'utiliserait plus que le Blu-ray. En une seconde, le HD DVD était mort et un protocole s'était imposé. C'était une major qui nous dit que d'ici 2050, il n'y aura pas un grand groupe, un GAFAM ou autre, qui va décider quelque chose et ça s'imposera naturellement. On ne sait pas encore. Sauf qu'aujourd'hui, on est tous sur Netflix. C'est disparu. Il y a plus... Oui, il y a encore des Blu-ray. Ouais, on y reviendra peut-être au DVD, comme on revient au vinyle, à la place des CD. On viendra au VHS. Non, V2000. Donc d'ici 2050, il y aura, a priori, logiquement un protocole qui va s'imposer sur le marché pour nos produits, et ce qu'on vient d'imaginer. On ne sait pas encore lequel. Alors, je me demandais comment faire pour se préparer. Je vous donne un exemple, chez Limitronics, puisque je connais. On a un portefeuille de produits déjà compatible avec des protocoles actuels, parce qu'il faut bien continuer à vendre, installer, faire que ça fonctionne. On a pas mal de produits en Bluetooth, Qualified Bluetooth Mesh. Pour les personnes qui ont un petit peu suivi, c'est un protocole qui se développe, qui continue de s'étoffer. Fin août, le consortium Bluetooth, le groupe Bluetooth, a annoncé qu'ils rajoutaient une couche dans leur protocole pour couvrir les profils dans les produits spécifiques à l'éclairage. Donc une nouvelle partie du protocole Bluetooth dédiée à l'éclairage. Donc ça continue. Est-ce que c'est ça qui va s'imposer? Très bonne question. En parallèle, on a des produits en DALI, bientôt en DALI+, en sans fil, ça évite de câbler encore. Mais on fait également partie du consortium Thread, de l'équipe dirigeante avec Apple, Google, Samsung ou, tiens, Amazon Labs. Le consortium Thread, c'est un consortium, il y a Cisco, il y a Microsoft, il y a tous les grands. Il y a aussi Velux. Ah oui, mais si on veut faire communiquer tout le monde sur le même protocole, il n'y a pas que l'éclairage et les téléphones, quoi. Il y a le chauffage, il y a la sécurité, c'est pour ça que Cisco est dedans. Alors, comment est-ce que ça va communiquer? Ce sera un langage, sur du Wi-Fi, sur du Bluetooth, sur autre chose? Pour l'instant, on ne le sait pas. Ça, c'est qu'une partie de nos activités de R&D.
On ne va pas vous dévoiler tous les secrets, évidemment. C'est pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc, il y a plusieurs protocoles. Autant rester dans tous les protocoles, tant qu'on ne sait pas lequel va s'imposer. Donc, il faut rester attentif et à l'écoute de ce qui existe et ce qui se développe. Il faut être prêt le moment venu. Juste pour finir, on est en 2023. Ce qu'on a dit au début, aucun de nous ici, aujourd'hui, sait ce qu'il y aura dans 27 ans. C'était la thématique du jour, 27 ans. On va essayer de remonter en arrière juste. Il y a 27 ans, Motorola révolutionnait la téléphonie mobile avec un téléphone à clapet. Non, mais pire. Il y a 27 ans, Google n'existait pas. Ils faisaient encore leurs études. Ce mois-ci, on a fêté les 25 ans de Google. Et maintenant, Google, on l'a partout. Vous avez Android dans les téléphones, vous avez Google partout. Alors, s'il y a 27 ans, Google n'existait pas, il y aura quoi dans 27 ans? Bah, je suis désolé, mais je sais pas.